Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la session sur le développement durable, les technologies dans la coopération internationale. Un mariage heureux ou une relation conflictuelle? Donc, je suis heureuse de vous accueillir tous pour 2 heures. Je m'appelle Chachila Gutu, je suis doctorant à l'ETH de Zurich. Et je présente l'initiative de l'école sur le EPFL Essential Text. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder les stands qui se trouvent vers l'inscription. Donc, j'anime la session avec Holly. Bonjour, bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cette session. Je m'appelle Solonzi Mokoliso. Je suis directeur adjoint Decision Tech Center à l'EPFL. Et je voudrais remercier également ETH et l'Essential Tech Center pour avoir organisé, pour l'organisation de cette session. Nous allons regarder donc la technologie et son rôle dans le changement climatique, dans la coopération internationale. Donc, nous allons voir son action sur le changement climatique et nous allons regarder un petit peu les aspects clés de ce débat pour essayer de regarder également les différents acteurs qui sont impliqués. Nous avons 2 heures. Pour la première heure, nous allons entendre des entrepreneurs qui sont actifs dans ce domaine et vous pourrez leur poser des questions. N'hésitez pas à utiliser Slido, notre ami, pour poser vos questions. Ensuite, pendant 50 minutes, nous aurons une table ronde avec ces entrepreneurs et des spécialistes pour un débat plus approfondi. Nous allons accueillir maintenant l'ambassadeur pour démarrer la session. Nous avons le privilège et l'honneur d'accueillir Monsieur Manuel Bessler, qui anime le comité de cette session. Manuel Bessler dirige l'aide humanitaire suisse, entre autres fonctions, et nous souhaitons la bienvenue à l'ambassadeur. Bonjour, merci beaucoup et bienvenue à la session. Bienvenue à tous mes collègues ainsi que mesdames et messieurs en ligne. Donc, est-ce vraiment un mariage heureux, la technologie et le développement durable? Il y a longtemps, je ne me rappelle pas mon âge, mais la technologie n'était pas aussi présente dans l'aspect humanitaire. Mais dans ce rapport sur l'humanitaire qui a été publié récemment et vu le désastre qui se passe actuellement en Ukraine, nous avons énormément de personnes de l'équivalent du Pakistan qui ont besoin d'aide humanitaire. Et cela coûte 41 milliards de dollars et qui touche des millions et des millions de personnes. La tendance n'est pas bonne. Nous avons une personne déplacée dans le monde. Et être déplacé signifie être vulnérable.
Et la population qui se déplace est l'équivalent de celle de l'Allemagne. En 2015, nous avions 2 millions de personnes en déplacées en raison du changement climatique, mais également en raison de conflits. C'est pourquoi nous avons des défis qui nous attendent, des défis énormes, et nous avons besoin de la technologie et de développement durable. La question est donc plus rhétorique. Comment faire face à ces défis? Nous avons besoin de l'innovation. Nous avons besoin de nouvelles idées, de l'innovation. L'humanitaire, c'est tout simplement essayer de sauver des vies et améliorer le sort des personnes. Et pour ce faire, nous devons utiliser des méthodes adaptées tout en étant respectueux de l'environnement. En 2017, 700 000 personnes ont été déplacées et avaient besoin d'un abri. Et cela s'est passé au sud du Bangladesh. Et toutes ces générations qui se sont arrivées ont constitué le camp le plus important au monde. C'est comme si toute une ville, en fait, s'était déplacée. Et ils avaient besoin d'espace. Ils avaient besoin d'eau. Et ils produisaient évidemment des déchets. Et ils avaient un impact sur leur environnement. Pour pouvoir faire face à ces défis, nous avons besoin de la technologie, nous avons besoin de l'innovation et nous devons réfléchir au-delà de ce qui se faisait auparavant. Nous essayons de penser selon les 3 C. Conflit, changement climatique et oui, Covid. Et plus généralement, la pandémie. Et ces 3 C doivent aller de pair, tous. Et ils ont des répercussions humanitaires énormes. Nous faisons face actuellement au Yémen et dans la Corne de l'Afrique à des pénuries alimentaires inédites que l'on n'avait jamais rencontrées depuis des dizaines d'années. Ces conséquences ont des conséquences sur le comportement humain et peut provoquer des conflits armés. Donc c'est un cercle vicieux. Dans notre service, nous essayons de faire face à tous ces défis grâce à des moyens techniques. Et nous travaillons avec Build Technology et avec l'Institut fédéral suisse de technologie à Lausanne pour pouvoir faire face à l'énergie renouvelable et aux besoins de cette énergie et comment la fournir pour pouvoir également construire des bâtiments durables. Et pour pouvoir construire ces camps, des forêts entières sont détruites. Nous réfléchissons à l'implantation des camps également. Nous avons commencé à justement concevoir et à mettre en place ces camps. Nous regardons également les conséquences écologiques. L'eau potable, bien entendu, fait partie de nos préoccupations. Tout comme la réduction des déchets. Nous étudions également l'empreinte carbone
dans nos actions humanitaires. Ce n'est peut-être pas la première pensée, mais il faut réfléchir au-delà de l'action propre. Nous sommes convaincus que la technologie et l'innovation sociale peuvent contribuer à l'aide humanitaire et à sa réussite. Nous devons en tirer les conséquences, nous devons évoluer, nous devons innover et avec des institutions, avec un réseau qui nous soutient. En Suisse, nous avons développé un premier système d'alerte par radiocommunication par satellite, et le gouvernement s'est associé également. Mais c'était difficile de le maintenir parce que les frais de communication étaient trop importants. Ce n'était donc pas une solution viable. Et donc, les données, la transmission par données était bien plus pratique et utile. Et cela a contribué grandement à notre avancée dans ce domaine. Quant au changement climatique, c'est un sujet crucial. Au Cambodge, ils mesurent le niveau d'eau grâce à leur smartphone. Et ils reçoivent des alertes grâce à la technologie de réponse vocale interactive. Nous voyons. Le Tchad confirme que selon le Tchad, la moitié de ces inondations peuvent être détectées grâce à ce système. Seul 1% de ces crises peuvent être détectées. Mais sur le front des ressources, nous n'y sommes toujours pas. C'est pourquoi nous devons faire preuve d'innovation pour pouvoir faire face également à des ressources limitées, notamment des ressources financières. Nous avons des cartes des risques. Si vous êtes en Suisse, et si vous avez un peu le temps, mettez-vous en contact avec certains instituts. Vous verrez que nous avons des cartes, nous avons élaboré des cartes de risque, et elles identifient les zones qui peuvent être inondées. Elles sont aujourd'hui de manière innovante, et elles prédisent réellement les inondations. Donc nous ne sommes plus vraiment surpris par les éléments. Et très souvent, à ce sujet, ce n'est plus réellement une catastrophe naturelle. Ce sont des désastres qui sont causés par l'activité humaine. Et elles peuvent être prévues surtout grâce à ce type de carte. Nous devons donc prendre en compte ce type de réflexion en association avec nos partenaires. Et nos partenaires de mise en œuvre sont un maillon essentiel de cette chaîne. Ils peuvent intervenir avant la crise et ensuite si elle se produit. La technologie doit être également liée avec les connaissances
et les savoir-faire locaux. C'est primordial. Sinon, nous, nous pouvons passer à côté de commentaires, d'informations qui peuvent être essentielles pour prévenir ces catastrophes. Je voudrais mentionner également le fait que la Suisse souhaite être un bailleur, souhaite être un acteur, mais également elle veut également faire partie du plaidoyer. Et la Suisse s'engage réellement dans cet effort de plaidoyer pour étudier le panorama de la technologie disponible et la mettre en œuvre et aider à sa mise en œuvre. N'hésitez pas à poser des questions, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup pour ce discours très inspirant. Et moi qui travaille dans un institut technologique et mes collègues sommes très reconnaissants de ce type de discours. Donc cette première partie va présenter 5 aspects de la technologie. 3 personnes seront ici présentes et d'autres vont intervenir à distance. Nos intervenants auront 10 minutes pour intervenir. Et ensuite, nous laisserons à peu près 2 minutes pour les questions et les réponses. Nous espérons également que nous aurons des questions, que ce soit dans la salle ou par le biais de slides. Vous pouvez également nous faire part de vos réflexions tout au long de la session. Il y a 3 points que nous allons aborder. Qu'est-ce que nous devons faire? Ce que nous devons entamer et également comment nous devons le faire. Et pour savoir également comment digitaliser ces connaissances. Donc c'est pourquoi nous encourageons réellement vos commentaires par le biais de tous les canaux que nous avons disponibles. Nous allons entendre notre premier intervenant. Concernant les interventions, la plupart d'entre eux vont poser des questions sous forme de questions à plusieurs réponses. Vous pouvez y répondre par le biais de slides. Et nous allons voir un petit peu les réponses qui sont données, celles qui sont pertinentes. Donc, notre première intervention sera donnée par Freddy Nanjou, qui va parler de l'énergie solaire pour la cuisine, tout simplement. À vous, Freddy. Merci de m'avoir invité et de me donner cette opportunité de me présenter, ainsi que de vous présenter ma méthode. Nous travaillons en coopération avec la Suisse et le Cameroun. Je m'appelle Freddy Nanjou. J'ai fondé la start-up Soft Power.
Donc, c'est la branche de technologie et de sciences des PFL. Je vais commencer ma présentation par quelques questions. Combien de personnes dans le monde s'appuient sur des technologies polluantes pour cuisiner? Excusez-moi, il y a eu une petite erreur entre la dernière présentation que j'ai envoyée et celle-ci. Mais les questions sont les mêmes. Je vais commencer par la première. Combien de personnes dans le monde s'appuient ou utilisent des énergies polluantes pour pouvoir cuisiner, selon vous? 30 millions, 0,3 milliards ou 3 milliards? Nous sommes actuellement 7,7 milliards sur la planète. Donc vous aurez 10 minutes pour trouver la solution et nous pourrons donner la réponse à la fin de la présentation. Je vais présenter ma solution. Donc, nous proposons de transformer l'énergie solaire et ensuite donc nous savons que l'hydrogène est une énergie très utilisée pour les voitures, pour la cuisine. Et ensuite, l'oxygène est utilisé dans l'industrie, mais également dans les centres médicaux. Par exemple, en 2020, avec la pandémie, nous manquions d'oxygène dans les pays développés. Et des millions de personnes sont décédées en raison de ce manque d'oxygène. Donc, quand je dis solution ou solution révolutionnaire, ça ne veut pas dire que les matières premières soient révolutionnaires. C'est qu'on développe un système à partir de ces ressources pour produire une solution révolutionnaire. Donc, nous utilisons l'oxygène pour l'énergie solaire et nous utilisons l'hydrogène pour la cuisine et les électrolyses et l'hydrogène pour des fours innovants. Nous fournissons également l'oxygène pour la fournir aux centres médicaux. Donc là, je présente notre modèle économique. À titre indicatif, ce modèle part du principe que nous avons des solutions, des centrales, et nous essayons de voir le prix que nous devons atteindre. Donc, nous évaluons le prix de l'oxygène, de l'hydrogène, et l'hydrogène pour savoir ce que ça peut coûter pour la cuisine, et également de l'oxygène pour la fournir aux pays d'Afrique. Donc, comme vous pouvez le voir, le prix de 9 litres d'eau et de 50 kWh d'énergie solaire, et par la photoélectrolyse, nous avons 6,7 kg d'oxygène
et 1 kg d'hydrogène. Et ensuite, par le système de distribution par camion, nous fournissons les centres médicaux, les centres de santé. Et par d'autres biais, nous fournissons également l'hydrogène pour la cuisine ou pour purifier l'eau. Et nos fours innovants fonctionnent avec l'eau. Et quand nous utilisons l'hydrogène, nous produisons également de l'eau. Et c'est une eau pure, c'est avec l'association de l'hydrogène et de l'oxygène, pour que le four fonctionne également comme un générateur domestique. Comme vous pouvez le voir également, nous utilisons des métaux, des catalyseurs également, et nous avons la combustion catalytique comme technique pour pouvoir produire des composés. Donc nous assemblons ces composants pour produire le four que nous avons à hydrogène. Et nous espérons commercialiser ce four à environ à moins de $100 par four en fait. Aujourd'hui, nous avons une centrale solaire. Nous avons des fours. Nous travaillons avec EPFL, notamment le professeur Sophia Asner et également le responsable technique Mathieu Jonin pour mener des recherches. Nous avons démarré cette année et nous avons un premier produit pilote et nous essayons de rendre cette technologie commercialisable et rentable. Et nous espérons fournir le monde entier avec notre solution. Je vous remercie. Alors, avant de commencer avec les questions, je vais voir les réponses aux questions. Rapidement. Wow, parfait. Des applaudissements. Donc, oui, effectivement, nous avons 3 milliards de personnes qui utilisent c'est-à-dire 62% de la population qui utilise le charbon, par exemple, et qui pollue l'environnement et pollue également l'air ambiant, en fait, des personnes et qui provoque des décès, environ 4 millions par an. Et c'est également important que dans ces décès, 40% sont des enfants de moins de 5 ans. Nous avons 1 minute pour une question. Et sur Slido, s'il y en a. There's one question here. Il y a une question. Alors, dans quelle mesure la configuration proposée peut être la mieux financée en se basant justement sur les différentes contraintes budgétaires que nous pouvons avoir? Pour la question du financement, je dirais qu'il y a 2 aspects à signaler. Tout d'abord, donc pour financer ces centrales, mais également les utilisateurs. Alors, il faut pouvoir acheter en fait le matériel. Donc aussi, pour ces centrales, je dirais que nous avons besoin d'investissement, certes,
haut niveau, parce que les solutions proposées en fait, doivent marcher sur une économie d'échelle. Donc pour qu'elles soient rentables, il est nécessaire vraiment que ces entreprises, enfin la société en tout cas, passent vraiment à ces économies renouvelables et faire en sorte donc de pouvoir pourvoir à des centaines de milliers de personnes en énergie. Et pour les utilisateurs, parfois donc, ils doivent aussi acheter donc, ces réchauds et des prix, en tout cas tout le matériel qui est extrêmement cher. Donc c'est vrai que c'est ce modèle financier qu'il faut pouvoir soutenir et aussi pour permettre aux gens donc, de d'utiliser en fait, oui, ça joue ses poils et pour pouvoir les ensuite consommer. Merci beaucoup, merci à vous. Malheureusement, nous devons conclure cette conversation. Il est très intéressant. Nous pourrons poursuivre aussi sur Slido. Nous essaierons en tout cas éventuellement de la poursuivre hors ligne. Et sur ces paroles, nous allons maintenant écouter notre prochain narrateur. Merci à vous. À présent, nous allons accueillir notre deuxième orateur, Gabriela Garattini. Elle va nous parler des technologies pour des constructions et des logements durables. Et donc, la thématique, c'est la construction durable d'Oksana. Merci, c'est la première fois que je peux représenter Oksana en public. Elle a été fondée par deux personnes dont l'un d'entre eux est originaire d'Otoga et a étudié donc dans différents instituts. Et il a donc pu peaufiner les technologies qu'il a inventées. Je ne vais pas donc je vais pouvoir démarrer ma présentation. Alors pour démarrer, j'aimerais exposer donc le problème qu'il faut résoudre dès le début. Nous allons mettre donc là l'accent sur les contraintes liées au logement. Donc avoir accès à un logement décent, c'est là un droit humain, la base même pour l'inclusion et l'égalité. Mais il faut noter qu'1,6 milliard de personnes ne vivent pas dans un logement décent et notamment un bon nombre de personnes se situent en Europe aussi. Et il faut savoir que ce chiffre augmentera dans les années à venir, passera à 3 milliards. Donc comment allons-nous pouvoir apporter, donc donner ces logements décents à ces 3 milliards de personnes? Alors c'est vrai que la construction a ses propres contraintes de la production de la construction. On parle là de 40% d'émissions de CO2 et 8% donc des maisons qui sont en tout cas faites par les personnes. Dans l'hémisphère sud, la plupart des bâtiments sont construits avec du ciment ou des briques ou du mortier. Aussi, ces deux types de construction ont leurs propres contraintes et comme Freddy l'a dit précédemment, pour ces briques, il est nécessaire d'avoir accès à l'énergie, donc du gaz notamment. Différentes initiatives ont pu être aussi lancées, notamment par l'Agence de coopération en Suisse, pour améliorer la production de briques dans l'hémisphère sud. Mais je dirais qu'à l'heure actuelle, la plupart de cette production est faite de manière artisanale. Donc ils utilisent du bois, du charbon, et s'ils ne sont pas disponibles, alors d'autres matières pas forcément adaptées, comme des vieux pneus. Donc si vous voulez, il faut vraiment prendre en compte ces rejets de CO2 dans l'atmosphère et donc la pollution bien sûr associée. Je peux vous donner un exemple. Au Bangladesh, c'est là le 4e producteur de briques et on estime que 80% de la pollution vient de ces productions de briques. Aussi, nous sommes vraiment confrontés là à un problème majeur. Comment pouvons-nous donc construire des maisons pour 3 milliards de personnes sans pour autant avoir des répercussions sur le climat? Donc c'est là vraiment une question maîtresse aujourd'hui. Diapositive suivante, et c'est surtout donc ce à quoi Oksana est confronté.
Donc, au Togo, notamment, les constructions pourraient être modernisées. Nous pourrions travailler sur les technologies circulaires en réutilisant notamment des déchets liés à la construction et faire en sorte que ces constructions puissent être plus respectueuses de l'environnement et des personnes aussi. Nous avons pensé donc ajouter des additifs et pour améliorer donc le matériel pour la production de briques. Quel est le point positif? Ces additifs sont disponibles dans tous les pays parce qu'ils sont disponibles dans la nature et ils n'ont pas non plus de répercussions sur l'environnement et n'ont pas besoin non plus d'être brûlés. Donc très bien, on peut donc procéder à ces constructions et même dans l'hémisphère sud sans pour autant y avoir recours au feu. Donc, se pose là une question, et je disais une question vraiment majeure. Excuse-moi, j'ai oublié de vous montrer la question. Donc, la question est la suivante. Quelle est la quantité de CO2 qui est émise par 3 mètres carrés de béton conventionnel en Afrique? Donc, 20 kg, 80 kg, 130 ou 400? Je vous laisse quelques instants pour y répondre. It's oscillating, yeah. Yeah. Okay, yeah. Maybe Okay, thank you. Très bien, merci à vous. Alors, je dirais que un heureux pour un mètre cube, pour être construit avec 280 kg, c'est là la processus parce qu'elle est industrialisée. Pour ce qui est de l'hémisphère sud, on part sur 400 kg en fait par mètre cube. Et si on vous donne une estimation, et par exemple pour une chambre de 2 mètres carrés ou un mur haut de 2 mètres, alors on va utiliser 1 mètre cube de ciment si vous voulez dans un petit espace. Donc quand je parle de 400 kg de CO2, ça me semble énormément. Mais qu'en est-il pour vous? J'avais pas trop en fait idée des références. Alors j'ai recherché un petit peu sur Google. Donc si vous voulez, 1 mètre cube dans l'hémisphère sud demanderait 40 arbres, ça serait l'équivalent de 40 arbres si vous voulez arracher. Donc quel est le potentiel du matériel proposé par Oxara? Diapositive suivante, oui c'est ça. Donc nous en sommes à 90% d'économie chez Oxara, ce qui veut dire que les 20 premiers kilos par mètre cube seraient donc là, en tout cas, la possibilité pour nous d'obtenir donc je dirais des briques propres. Aussi, si nous arrivons à réduire les émissions de CO2 sans utiliser le feu, sans utiliser des adjuvants chimiques et toutes ces procédures associées, nous pouvons aussi obtenir des briques donc 20% moins chères que les d'habituelles, que les commerciales, celles qui sont industrialisées. Aussi, je pense que là nous pourrons vraiment parler d'un mariage heureux, en tout cas, pour répondre à votre question. Merci. Thank you. And thank you, Gabriela. And we were able to... Merci beaucoup. Donc en tout cas, nous sommes dans les temps, c'est génial. Peut-être qu'on allait trop vite. So we have time for... Donc maintenant, on a encore un petit peu de temps pour quelques questions sur Slido. N'hésitez pas, allez-y. Nous prenons vos questions. Alors, les questions. Première question. Quels sont les acteurs nécessaires pour pouvoir déployer cette technologie? Alors on parle d'une production et des adjuvants, nous avons besoin d'entreprises de la construction qui souhaitent tout simplement réorienter leur comportement. Je pense que c'est probablement le problème clé, hein. Donc il faut vraiment modifier les comportements. Donc, et maintenant si on pense à l'hémisphère sud, mais également à toutes les ressources basées donc sur l'argile et tous les problèmes qui peuvent être associés à large échelle, on peut aussi utiliser des matériaux recyclés.
Et cela veut dire qu'on aura aussi besoin de personnes qui seront en mesure donc de recycler ce matériel donc dans ces entreprises. Mais si vous voulez, voilà, on a besoin vraiment de ces acteurs-là, principalement. Question suivante. Est-ce que la résistance de ces briques est similaire au béton classique? Alors, je ne peux pas vous dire si c'est exactement la même chose parce qu'ils ne sont pas utilisés de la même manière. Je dirais que les briques sont 100% enfin, sont aussi solides hein, que les classiques. Mais lorsque nous sommes dans cette construction, mais si vous voulez, les structures sont assez donc diffèrent en tout cas de l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. I think we have time for one last. Nous avons encore du temps pour une dernière question. Quel type de matière première est utilisée? Est-ce que la dégradation des sols est prise en compte? Oui, c'est ce que je disais. Pour beaucoup de gens, si vous utilisez de l'argile classique, c'est aussi un autre problème auquel nous sommes confrontés. Et donc ce n'est pas la première question à laquelle s'est attelé Oxara, mais nous pensons que grâce au partenariat que nous pouvons nouer et à la coopération internationale, nous pourrions vraiment jouer un rôle important, je le disais, dans le changement des comportements et aussi dans cette installation. Merci à vous. So now. Très bien, nous allons écouter les prochains orateurs, donc nous allons les avoir à distance. Nous aurons Richard Arwa, qui, je crois, nous joint du Kenya. La thématique qu'il va aborder, c'est les bioéthanols pour les lacs de Victoria. Nous vous voyons à l'écran. Vous entendez, Richard? Yes. Oh no, Richard, sorry. Richard, yes. Richard, nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être à vos côtés. Je suis Richard Arroy et je suis le président du Centre pour l'innovation et sciences et technologies. Alors, vous avez demandé donc à partager l'écran, hein, c'est ça votre présentation? Très bien. Merci beaucoup. Of greenhouse gases continue to build up. Continued dependency on fossil fuels means that carbon emissions. L'interprète s'excuse, mais l'orateur est quasiment inaudible. In Kenya, for example, biomass, that is wood and charcoal, and kerosene provide the main sources of cooking and fuel for rural households. Now, high dependency on these fuels means that these households continue. We look at a new technology which can provide a better cooking solutions for the households. Next slide. Next slide, please. So at East Africa, we make use of water hyacinth weeds in Lake Victoria, and water hyacinth is an invasive plant species which has covered nearly 3/4 of the surface of Lake Victoria and is doing a lot of ecological challenges to the people who live by the lakeshore who depend on fisheries as a source of livelihood. A lot of money in Victoria. It blocks the fishermen from accessing the fish sites. It blocks the navigation routes for boats and ships. It has affected the tourism and the livelihood of the people who depend on the affected. Kenya spent a lot of money to effort to eradicate the water methods, including biological methods, mechanical methods, and chemical methods.
All these methods have proved not to be successful, irrespective of huge amount of money spent on them. At the same time, the households living around the shores of Lake Victoria and at large in Kenya and in Africa still rely on biomass as a source of cooking fuel. So at East Africa, we've come up with a technology that converts the cellulose that is present in the stems of water hyacinth into clean and affordable energy. Next slide. So this is basically what we do. With the crop residues, that is the stems of the sorghum, and we end up having clean energy which are used in specific clean cook stoves. And this Donc là, vous pouvez voir à l'écran le cycle qui est suivi, donc notre solution que nous proposons afin d'obtenir un environnement plus sain. Next slide. So basically, this is the technology that we use. Voici la technologie que nous utilisons. Donc nous recueillons l'eau du lac. Then we introduce the enzymes that convert the simple sugars into ethanol carbon 4 oxide. Then we use fractional distillation to separate ethanol from the crude matrix which is there. Then we take it through the purification system, which will help us to purify all organic compounds like aldehydes, ketones, and we get around 94% ethanol, which is stabilized and packed as a cooking fuel. Next slide. So these are our products as you. Alors voici les produits que nous obtenons, donc les solutions éthanol que nous utilisons. Et c'est comme ça donc, que nous pouvons ensuite utiliser ce bioéthanol pour la cuisine. Voici, nous les commercialisons. Et pendant la crise du Covid-19, nous avons pu aussi l'utiliser donc, en tant que produit d'entretien. Alors, nous ciblons essentiellement en fait les personnes donc, qui sont installées de manière informelle. Ainsi, nous pouvons apporter aussi par l'occasion des produits médicaux pour les personnes. Et puis donc vous pouvez voir aussi la répartition donc en fonction donc des travailleurs, des étudiants dans les classes semi-urbaines et le secteur humanitaire. Et donc l'idée est de pouvoir proposer une énergie plus propre et plus claire, notamment plus propre dans les communautés rurales. Diapositive suivante. Quel est notre modèle commercial? Donc nous recueillons l'eau du lac. Ensuite nous l'injectons dans la terre. Et ensuite nous pouvons passer à ce processus de conversion en bioéthanol. Et ensuite pour arriver au consommateur final. Voici nos estimations financières sur les produits, les énergies bio, les réchauds et aussi le CO2. Voici l'équipe avec laquelle nous travaillons, une équipe de jeunes personnes. Et aussi donc des gens diplômés en chimie. Nous avons notre directrice financière aussi à l'écran.
Et donc, nos autres personnes qui travaillent et sont spécialisées aussi dans les énergies renouvelables et dans le marketing. Nous espérons pouvoir donc augmenter nos revenus d'ici 2025, de pouvoir continuer à nous développer. Aussi, nous pensons pouvoir vraiment convertir nombre de sources, de quelles qu'elles soient, en bioéthanol. Nous pouvons utiliser aussi les plantes et même de la cellulose que nous pouvons convertir en bioéthanol. Et nous essayons aussi donc de trouver des partenaires qui pourront nous aider à déployer notre solution au Kenya et en Afrique. Merci beaucoup. L'interprète s'excuse à nouveau. Le son a rendu l'interprétation presque impossible. Merci. Thank you, Richard. Merci beaucoup, Richard. A few questions, 1 or 2 questions. If you could maybe bring up any questions. Alors, merci pour votre présentation. Quelques questions sur Slido? Okay, there's quite a few questions, but I think we'll only take 2. What is the price of bioethanol produced in a plant of this size vis-à-vis conventional cooking oil on the local market? Quel est le prix du bioéthanol produit dans une fabrique, en fait, la taille classique? Yeah. Richard, are you there? That is clear. I'm saying I've been in Houston now. What costs $0.7, while currently the cost of kerosene, 1 liter of kerosene costs $1.4. So our fuel costs almost a half the cost. Notre combustible en fait coûte à peu près la moitié en fait du combustible dit classique. Merci. Alors, deuxième question. Comment parvenez-vous à convaincre les personnes d'adopter ce nouveau type de réchaud? I think from at a larger scale. Yeah, Over to you, Richard. basically, as our first speaker presented, shifting to cleaner cooking energy needs a lot of behavior change. Alors c'est vrai que pour pouvoir passer à cette méthode-là, cela demande aussi un changement de comportement. C'est vrai qu'il y a là nombre d'avantages à prendre en compte. Et c'est vrai qu'on fait aussi beaucoup de promotions. Chaque fois que nous pouvons, dans les salons, les expositions, nous allons promouvoir notre idée. Et on fait beaucoup de démonstrations aussi. Pour convaincre les gens, parce que là, c'est vrai que c'est une nouvelle technologie et il faut pouvoir la promouvoir pour qu'elle puisse être adoptée. Nous comptons aussi sur l'aide du gouvernement, mais c'est vrai que nous mettons vraiment l'accent sur toute la question de la promotion. Thank you. Thank you. Merci beaucoup, Richard. Alors, c'est vrai que nous avons plus de questions, mais malheureusement, notre conversation doit se terminer. Et maintenant, nous allons écouter notre prochain orateur, qui est aussi à distance, Stéphania Rousseau, d'Ecovision, à ATI Zurich, donc l'Institut de technologie de Zurich. Et elle va nous parler de l'automatisation du stockage de carbone à grande échelle. On peut déjà voir Stéphanie à l'écran. Nous vous écoutons. Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation aujourd'hui. Je suis Stéphanie Rousseau, je suis chercheuse à Ecovision Lab à Zurich. Je vais vous donner aujourd'hui un petit peu un aperçu du travail que nous effectuons. Dans un premier temps, j'aimerais vous poser la question suivante.
quelle est la quantité de carbone qui est peut-être stockée dans les forêts tropicales? Est-ce que c'est 10%, 30% ou 80%? Et on regardera la réponse un petit peu plus tard. Je vais donc pouvoir démarrer avec ma présentation. Au fur et à mesure que la population mondiale grandit, le demande en bois, en alimentation ne fait qu'augmenter. Et il y a aussi ce besoin pour l'agriculture. On estime que presque un tiers des terres a été transformé au cours des 6 dernières décennies. Et notamment, nous pouvons parler de l'impact sur les forêts tropicales parce que cette transformation a entraîné des préjudices écologiques importants. En effet, il faut prendre en compte le rôle important des forêts tropicales dans l'atténuation du changement climatique parce qu'elles absorbent le CO2 et le stockent. Diapositive suivante. But are very difficult to restore. So recoverable Alors, pour ce qui est du carbone dit irrécupérable, donc c'est vrai que on parle vraiment c'est très difficile de manière générale de récupérer le carbone. Donc nous pouvons parler donc bien sûr dans un premier temps de stockage, entraîné donc par les forêts tropicales et puis de l'impercussion sur la diversité. Notre approche de stockage de carbone, donc HCS, a été mise en œuvre par différentes ONG et entreprises. Et l'objectif est de pouvoir cibler les forêts qui pourront stocker du carbone en grande quantité. Donc l'idée de cette approche, c'est que le paysage est scindé, comme vous pouvez le voir, donc entre les forêts avec une haute densité de stockage et celles qui le sont moins. Donc les dernières, par exemple, pourraient être utilisées pour d'autres fins de développement. Donc aussi, cela nous permet de voir comment nous pouvons stocker et gérer ces dommages économiques qui sont induits par ces changements. Aussi, toutefois, jusqu'à présent, c'est un schéma très coûteux. Donc c'est vrai que ce sont des technologies qui sont très coûteuses. Nous estimons que le coût de 250 000 € par mètre carré, c'est la version, on prend l'exemple de pays comme la Malaisie ou l'Indonésie, ça demanderait 1,2 milliard d'euros d'investissement. Donc il faut trouver une autre solution pour faire donc tout ce travail de cette cartographie en fait de stockage de carbone. has been collected global measurements of Donc là, vous pouvez voir en tout cas sur cette carte avec ces satellites du lab qui permet en fait de détecter un petit peu et d'avoir une vision des forêts tropicales, de leur structure. Et nous avons là donc ces productions de biomasse. Diapositive suivante. Aussi autre image d'une mission satellitaire européenne de 2 satellites identiques qui ont été lancés en 2015 et en 2017. Donc vous avez là un instrument qui permet de capturer en fait ce carbone dans la végétation. Donc à EcoVision, nous nous basons sur toutes ces informations pour pouvoir configurer nos paramètres et ainsi proposer le travail le plus efficace possible. Nous nous misons aussi sur le potentiel informatique, l'intelligence artificielle, entre autres, et surtout de voir tous ces avantages et bénéfices que nous pouvons en retirer donc de ces données que nous pouvons collecter. Aussi, dans ce travail que nous vous présentons aujourd'hui, nous avons penser à cette approche donc de stockage, donc celle que je vous ai présentée, et toujours en se basant bien sûr sur ces données donc de ces missions de satellites. Quelle est la première étape? Donc tout d'abord les données qui sont utilisées, prises ensemble, et un réseau est construit donc pour estimer donc ce stockage. Dans un deuxième temps,
la densité du carbone est aussi estimée, ce qui est de savoir celle qui pourrait donc stocker le plus de carbone. Carte suivante. Vous pouvez voir cette carte aussi informatique de 2021 qui inclut donc l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines. Nous nous basons donc sur une moyenne à peu près de 46 mètres. 4,6 mètres. Donc basé sur ce que nous avons vu précédemment pour la canopée, la hauteur de la canopée, le paysage donc est là ainsi dessiné selon les densités élevées, densités moins élevées. Vous le voyez là donc sur la carte avec ces différentes terres. Et on a là une précision de 86% ici. En espérant aussi de pouvoir orienter le développement dans les pays tout en préservant les forêts pour pouvoir stocker davantage de carbone. Avec Vision, nous sommes donc une équipe d'étudiants, de postdocs, de professeurs, et nous travaillons aussi sur ces estimations de la biodiversité, sur l'estimation des inondations et tout autre type sur lesquels nous concentrons nos efforts et que nous cartographions. Voici, j'aimerais terminer cette présentation d'un autre point de vue. Alors, vous savez que nous sommes là toujours confrontés donc à la vague de Covid-19. Il ne faut pas donc oublier les impacts du changement climatique qui sont toujours là présents. C'est une crise de l'humanité, je dirais. Et si nous ne prenons pas en compte ces urgences, alors nous allons en payer le prix pour les prochains siècles. Merci à vous. J'en ai terminé avec ma présentation. Maintenant, nous allons regarder le résultat du questionnaire, de la question qui a été posée. Bien. Donc, c'est 30%, c'est 80%. Ça a été fait exprès. Mais 30, c'est déjà pas mal. Dans certains pays, le carbone est quand même stocké de manière importante. Mais ce n'est pas utilisé à des fins économiques ou de développement économique. Merci beaucoup. Donc, nous avons encore le temps pour accueillir quelques questions. Si vous avez des questions sur Slido. La première, c'est quelles sont les mesures concrètes qui peuvent être prises une fois la biomasse de carbone évaluée? À vous, Stéphanie. C'est très intéressant. Cela fait partie de notre travail de recherche. La mise en œuvre de ces mesures sont importantes et nous avons besoin de politique. Nous avons développé des modèles qu'ils soient suffisamment fiables pour que les décideurs politiques puissent prendre des mesures. Ceci afin de mettre en place et d'appliquer ces mesures. Merci. La deuxième question est... Ah, pardon. Le modèle peut-il séparer les forêts plus âgées des monocultures plus denses, par exemple d'eucalyptus? Et le ratio serait peut-être plus important, non? Est-ce que cela... Oui, le modèle repose sur sa diversification. Alors, le modèle a été évalué été mis en œuvre pour évaluer la hauteur de ces canopées, par exemple.
Donc, il a été formé pour ce type de données. Donc, mais effectivement, la réponse est oui. Et comment on peut le mettre en œuvre, ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup, Stéphania. Nous avons encore des questions, mais nous n'avons plus de temps pour pouvoir y répondre. Merci beaucoup, Stéphania. Pour notre dernier intervenant, mais pas des moindres, nous accueillons Bruno Joku. Il va nous parler d'une initiative qui porte sur l'accélérateur de l'action climatique. Je suis Bruno Joku, directeur de Climate Action Accelerator. J'ai dirigé un service de Médecins sans frontières. Donc, je suis la personne qui n'est pas spécialiste des technologies. Donc, je vais parler selon notre perspective. Je vais parler également des enseignements tirés d'une cartographie de décarbonisation expérimentale et comment les procédures qui ont été suivies concrètement. Je vais commencer par quelques points que les scientifiques ont présentés hier, que ce soit Johan Jokström ou je crois que c'était le directeur scientifique de... En réalité, c'est un pari. Si nous voulons atteindre nos objectifs de 2 degrés d'augmentation ou de 0 émission, eh bien, nous devrons, si nous mettons en vrai 66%, eh bien, nous devrons augmenter de 40% nos efforts. Et donc, l'objectif, c'est réellement de supprimer toutes nos émissions sur les 10 prochaines années. Et nous visons le 50% pour 2030. Donc, je vais d'abord commencer par la question publique avant d'entrer dans le vif du sujet. Voici la question. Selon vous, dans quelle mesure les solutions technologiques participent à la décarbonisation des organisations de développement? 90%, 60%, 30% ou 10%? Réfléchissez-y et nous verrons les résultats à la fin. Donc, nous centrons sur les méthodes. C'est une association qui est établie à Genève et qui mobilise les organisations d'aide et de développement. Et nous reposons sur 3 piliers. Mettre en place des actions, créer un effet domino avec une expansion des organisations qui y participent, et ensuite mettre en place une communauté de pratique. L'idée, c'est de pouvoir rendre ces informations accessibles à tous. Nous avons travaillé l'année dernière avec l'International Medical Alliance qui est à Dakar, et nous avons, avec un budget de 70 millions de dollars. Et nous avons travaillé dans la région d'Afrique subsaharienne sur des urgences médicales. Et lorsque nous regardons les empreintes, les organisations d'aide humanitaire ont une empreinte importante. Bon, par exemple, pour une organisation comme celle-ci, elle a utilisé à peu près 13 000 tonnes, d'empreintes avant le Covid.
Lorsque nous regardons plus en détail les méthodes pour pouvoir réduire cette empreinte, l'empreinte est réellement très concentrée. Tout ce qui est en jaune, c'est l'achat et l'approvisionnement. Donc, les médicaments, c'est quasiment un tiers, et les produits nutritionnels. Donc, il s'agit réellement le transport et la production de ces ressources. Donc, c'est vraiment la chaîne d'approvisionnement. Pour la plupart des organisations, cet aspect représente 60% jusqu'à 2 tiers en fait de l'empreinte carbone. Ensuite, en vert, nous avons le transport. Donc, c'est le transport par avion, le fret, la route également. Donc, cela contribue à l'empreinte également. Le troisième aspect, c'est l'énergie et les bâtiments en général. Ce sont des générateurs, etc. Pour pouvoir infléchir cette courbe d'émissions, il faut s'attaquer à chacun de ces composants. Nous avons découvert également qu'il existe 5 solutions qui prédominent. Et donc, voilà, c'est une trajectoire que nous voyons. La ligne en noir indique l'évolution, par exemple, si l'on ne changeait rien. Et donc, c'est ce qui reflète notre société actuelle. Si nous ne changeons rien, eh bien, notre empreinte continuera à augmenter. Donc, en haut, vous avez le scénario avec aucun changement. Et ensuite, vous avez les différents efforts qui sont mis en œuvre pour réduire l'empreinte pour atteindre les recommandations des scientifiques, c'est-à-dire moins 50 à partir de 2020 et d'ici 2030. Le premier élément, c'est l'approvisionnement. C'est primordial. La technologie joue un rôle également pour replacer certains produits, mais il s'agit également de négocier avec les prestataires pour pouvoir infléchir l'empreinte carbone de leurs produits. Il s'agit également d'infléchir sur le transport, pas uniquement le transport aérien, mais également sur les véhicules propres, passer de transport aérien au transport maritime, par exemple, et réduire l'aérien à ce qui est réellement nécessaire, et utiliser l'énergie renouvelable dans chaque intervention humanitaire. Cela constitue à peu près 85% de la cartographie de décarbonisation des organisations. Cela ne signifie pas que nous y voyons, c'est vraiment une carte préliminaire. Nous avons une 60aine d'organisations qui ont rejoint cette organisation, qui ont travaillé là-dessus, Médecins sans frontières, Terre des Hommes, entre autres organisations qui ont établi des plans d'action et qui ont identifié les leviers de réduction d'empreinte carbone. Bien sûr, l'aide aux personnes vulnérables est nécessaire. La question, c'est de savoir
comment le faire en réduisant l'empreinte carbone. Pour conclure sur nos ambitions, à partir de cette cartographie, c'est de tirer les enseignements et de savoir comment créer une carte générique pour le secteur en général de l'aide humanitaire et du développement. L'objectif est de pouvoir récolter des financements pour répondre à ces attentes formulées par les scientifiques. Je pense que dans tous les cas, toutes les organisations devront passer par ce processus. Nous parlons de la santé, de l'aide humanitaire, mais également pour l'éducation, pour le secteur technologique. De nombreux domaines sont concernés. Pour conclure, l'action est primordiale, notamment dans le secteur de l'urgence et de l'urgence humanitaire, et il est réellement temps de mettre en œuvre des plans d'action. Je m'arrêterai là. Si vous êtes intéressé par le sujet, vous pouvez consulter notre site web. La carte et la feuille de route sont disponibles. Pour revenir à la question formulée au début, la réponse réelle, c'est « je ne sais pas ». D'après mon expérience et l'expérience avec l'International Medical Alliance, cela représenterait 30%, mais cela reflète les évolutions technologiques par des substitutions de produits et par l'utilisation d'énergies renouvelables. Cette feuille de route, ainsi que d'autres leviers, nous permettront de travailler sur cette marge de manœuvre. Donc, les politiques des organisations, les comportements, les processus, le provisionnement, les déplacements, tous ces aspects qui sont à la portée de tous et par le biais de technologies disponibles actuellement, permettront d'atteindre ces objectifs. Si nous devons y dépendre des technologies qui ne sont pas encore disponibles, eh bien, nous ajouterons un pari au premier que nous avons mentionné. Et nous devons réellement maintenir la hausse des températures à 2 degrés, comme le conseillent les scientifiques. Merci. Merci Bruno. Nous pouvons peut-être prendre une question ou deux sur Slido. Je crois qu'il y en a le temps que pour une seule question. Donc, selon vous, quelles sont les technologies qui permettront le transport et les voyages durables? Est-ce que ce sera la même technologie pour les routes, l'air et pour le transport routier, aérien et maritime? Nous avons vu que l'année dernière, il n'y avait pas de transport aérien. Peut-être qu'en 2030, en 2040, nous aurons d'autres solutions. Peut-être que nous aurons des avions beaucoup plus à rendement énergétique plus important. Mais aujourd'hui, ce sont les politiques de transport au sein d'une organisation qui va faire la différence. Dans les organisations, cet aspect a été multiplié par 2 ou 3. Donc la question, c'est comment revenir à une utilisation plus raisonnable du transport.
La relocalisation des savoir-faire et de l'approvisionnement participe de cet effort. Plus nous relocalisons, pardon, et mieux nous contrôlons le transport, l'utilisation du transport aérien. Il y a d'autres leviers, mais les solutions technologiques pour le transport aérien sont très limitées. Concernant le transport routier, je pense que c'est l'idée d'améliorer l'efficacité énergétique des véhicules. À terme, il sera peut-être possible de passer aux véhicules électriques, mais pas avant 10 ans, en tout cas en Afrique subsaharienne. Donc, nous avons terminé. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Nous avons terminé la première partie de cette session. Nous allons passer à la deuxième partie, qui est la table ronde. Donc, je vais passer la parole à mon collègue qui va assurer la modération de cette table ronde. Merci. Merci, Soli. Merci à tous nos intervenants et notamment des informations que nous avez transmises. Nous voulions avoir un retour de votre part. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez au rôle de la technologie dans l'aide qu'elle pourrait apporter à l'harmonisation entre la coopération internationale et l'action climatique? En attendant, je voudrais inviter nos intervenants pour la table ronde. Right. Essentials. Essentiel est le mot qui revient le plus. Information, la gouvernance, du financement. C'est des informations très intéressantes. Je pense que la technologie et les changements technologiques ont des répercussions importantes sur la réduction, sur l'adaptation, en tout cas sur le changement climatique. En 30-40 minutes, nous allons consulter nos intervenants pour voir s'il est possible d'harmoniser, de mettre en accord la coopération internationale et l'action climatique. Alors, je voudrais que ceux qui ne sont pas présentés puissent le faire. Bonjour, je m'appelle Véronique Michaud. Je suis professeure à l'EPFL. Je suis spécialisée dans les sciences des matériaux, mais j'ai participé à de nombreux projets dans la coopération internationale. Merci, Yael. Bonjour, je m'appelle Yael Borowski. Je suis scientifique au Development Economic Group de l'ETH. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Twitter. Et ma recherche se concentre sur les abris et la technologie employée. Je vais commencer par Bruno. Merci Bruno de toutes ces informations que nous avez données sur cet accord entre les deux aspects.
Et selon vous, comment répondriez-vous à la question que nous avons soumise au sondage? Sachant que c'est une urgence, la technologie est importante. L'innovation joue un rôle primordial pour atteindre les objectifs qui ont été fixés pour 2030-2040. Toutefois, la transformation qui est nécessaire dans cette décennie est tellement importante que nous avons besoin de technologies qui soient éprouvées. Et pas seulement de la technologie avancée, mais également des technologies plus basiques. Nous avons pas seulement des technologies, on va dire, concrètes, matérielles, mais également des techniques humaines. Parallèlement aux produits, nous devons investir dans les capacités humaines. Il convient de mettre en place des processus d'approvisionnement et également miser sur la relocalisation. Bien sûr, le gouvernement doit être impliqué et également la mobilisation de financement pour ce faire. Ce que nous avons constaté, c'est que au niveau d'une organisation, je vais pas généraliser, mais nous avons observé des économies importantes sur le transport, économies qui ont pu être réinvesties dans d'autres domaines, notamment le rendement énergétique ou dans l'approvisionnement de ressources, on va dire, plus propres. Donc, cela va au-delà de l'aspect technologique, comme nous l'avons évoqué. Véronique, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a des secteurs spécifiques qui peuvent jouer un rôle ou tout simplement ou des secteurs qui auront un impact général ou des secteurs qui auront des effets beaucoup plus spécifiques? C'est une question très vaste. Nous devons regarder, nous concentrer sur les aspects où nous pouvons agir réellement. Nous avons vu qu'il y a des domaines où nous pouvons nous concentrer comme l'énergie, comme le charbon, le bois, et des solutions pour développer des sources d'énergie beaucoup plus propres. Il peut y avoir également des solutions beaucoup plus éprouvées, comme les solutions d'énergie renouvelable. Toutes ces solutions doivent cohabiter avec l'écosystème et il faut prendre en compte effectivement l'environnement local, les climats, les infrastructures, la formation à l'échelle locale. Je pense notamment à l'agriculture, à la production alimentaire, et qui génère également une part importante des émissions de CO2. Parce que, par exemple, les produits agricoles non utilisés sont brûlés et ils pourraient être utilisés et valorisés au lieu d'être tout simplement brûlés. Nous avons utilisé des composites, mais parce que c'est mon domaine. Mais il y a des moyens de créer des solutions plus de produits qui soient recyclables, réutilisables.
Il y a du potentiel. Nous avons travaillé, par exemple, en Colombie. Ils ont vraiment des déchets qu'ils n'ont pas valorisés. Et bien sûr, dans l'agriculture, il y a des techniques telles que les drones, le suivi et la meilleure irrigation et l'approvisionnement en eau qui peuvent être mieux utilisés. Il y a d'autres secteurs, plein d'autres secteurs comme le transport, la construction. Encore une fois, nous devons trouver des méthodes pour moins utiliser les transports, mieux utiliser les technologies de communication, utiliser par exemple des drones pour le transport, pour les produits médicaux. Ce serait un moyen d'être plus rapide tout en évitant d'utiliser des camions et ce serait plus direct, plus facile. Donc, il y a de nombreuses idées, mais je pense que j'ai la sensation que nous devons être attentifs aux idées et que l'on doit mettre en œuvre, mais nous devons réfléchir à leur répercussion, à la logistique, qui doit être aussi efficace que possible. Mais nous devons regarder également des techniques beaucoup plus éprouvées. Merci beaucoup. C'est vrai que cette question de l'impact au niveau local et de ces calculs de la logistique est important et ça aussi nous mène à la question suivante qui nous porte sur le contexte, enfin en tout cas le cadre qui est important pour ces mesures. Lorsque nous nous penchons sur le contexte, donc on pense notamment à la coopération au niveau international sur la question du changement climatique, dans quelle mesure les interventions devraient se démarquer, en tout cas, dans la matière? Merci pour cette question. C'est vrai que le cadre est assez différent dans les pays développés. Vous avez des infrastructures existantes qui sont solides, qui sont déjà en place depuis différentes décennies. Et dans les pays en développement, on parle là d'économies qui sont en plein développement. Et c'est vrai que c'est là une opportunité à saisir, notamment pour de nombreuses entreprises. Elles développer des produits donc, qui pourraient être commercialisés et surtout vraiment de pouvoir capturer ce marché émergent et aussi d'adapter les technologies aux besoins locaux. C'est vrai que parfois les coutumes ne sont pas les mêmes, la culture diffère et cela peut avoir un impact sur le développement des technologies. Je peux vous donner un exemple d'un prototype de réchaud que nous avions conçu en Suisse et à un moment donné, nous nous sommes dit la chose suivante. Pourquoi ne pas envoyer un designer qui en tout cas pourrait se rendre au Cameroun, parler avec les gens, cuisiner avec eux, voir comment ils cuisinent, comment aussi ils agissent au quotidien, comment ils connectent leur énergie, où est-ce qu'ils les achètent. Et après la première enquête que nous avons effectuée, il en est ressorti que le produit devait vraiment être adapté, même si les technologies sont les mêmes. Il faut toutefois, par exemple, je pense à une technologie basée sur l'utilisation de l'hydrogène. La conception pouvait différer énormément, l'alimentation, la définition, la solidité aussi du réchaud que nous souhaitions mettre au point. Et puis il faut aussi prendre en compte la question du coût, l'adapter aussi, adapter la technologie, en fait, si vous voulez, aux capacités d'investir des personnes. Quel est le problème qui se pose souvent dans un premier temps? C'est la question de l'investissement, des dépenses. Et pour nos services, par exemple, je pense que le charbon de bois est souvent plus cher au Cameroun que le gaz.
pourquoi pas. Après se pose donc cette question d'investir dans ces réchauds et non pas forcément ces moyens. Donc, si vous voulez, on en revient vraiment à cette question de l'adaptation du problème par la technologie. Comment le financer? Donc il faut prendre en compte des solutions. On avait pensé à la location, par exemple, du réchaud et de proposer aussi aux gens de payer en plusieurs étapes. Donc voilà, ce sont là des propositions, des alternatives que vous avez. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que j'entends très bien ce que vous dites. C'est vrai que le contexte joue un rôle important et on s'en rend compte dans le cadre de la coopération internationale. Et c'est vrai que c'est la raison pour laquelle vraiment nous mettons l'accent sur des technologies qui sont coûteuses et parfois on oublie aussi d'autres facteurs qui sont tout aussi importants. Vous l'avez dit, la question culturelle, les habitudes, ce que préfèrent les gens, la manière dont ils vivent au quotidien. Et c'est vrai que d'un point de vue international, il ne faut pas seulement penser à l'action climatique, parce que dans ces cas-là, on pourrait peut-être perdre de vue certains de ces objectifs en se disant très bien, on va mettre l'accent sur les technologies à bas coût, mais on ne met pas en avant donc, les besoins des gens, on n'en fait pas une priorité. Et après, dans ces cas-là, on pourrait dans un deuxième temps, penser à la question du coût après avoir pris en compte ces différents paramètres. Aussi, je pense qu'il faut vraiment penser dans un premier temps au problème que nous souhaitons résoudre et ensuite passer à la conception, à un prix, la technologie la plus moins coûteuse ou éventuellement la manière la moins onéreuse possible, et puis ensuite penser bien sûr aux facteurs qui peuvent être donc aux éléments respectueux de l'environnement et aux répercussions sur le climat. Merci. Oui, j'entends très bien ce que vous dites. C'est vrai que c'est là une question très complexe. Comment trouver un équilibre entre ces trois différents aspects? C'est là délicat. Et puis, cela me mène donc à une question qui fait partie de notre titre, à savoir ce conflit qu'il peut y avoir dans les relations. Je vais poser cette question à Gabriela. Lorsque vous travaillez au niveau de la coopération internationale et de ces actions et que vous intégrez donc ces idées dans le développement économique, voyez-vous là un conflit potentiel entre ces différents objectifs et comment pourrions-nous résoudre donc certaines de ces difficultés que nous sommes confrontés liées à la technologie? Je ne vois pas vraiment de conflit entre la technologie et les solutions. Je pense qu'il faut vraiment, bien sûr, au-delà de la solution, il faut prendre en compte le contexte, la situation, mais peut-être qu'on ne les prend pas suffisamment en compte. Souvent, on a une solution, mais qui aurait dû faire l'objet d'une discussion avec les personnes que nous sommes censés aider. Et parfois, il y a aussi ce manque de financement, et donc on ne peut pas parvenir à cet objectif. Donc, certes, nous avons cette solution, on leur dit très bien, voici ce que nous vous proposons, mais d'une certaine manière, on ne prend pas en compte, on peut peut-être saper d'une certaine manière certaines de ces activités. Moi, je représente une personne qui vient de l'hémisphère sud, qui avait proposé une idée, un produit, donc à l'hémisphère nord, et ensuite qui l'a ramené chez elle. Donc peut-être que nous pouvons penser à cette manière dont nous développons les technologies pour le sud et pas la technologie en elle-même seulement. Très bien, merci. Je vais m'adresser maintenant à Fred et Yael si vous avez aussi d'autres choses à ajouter. Oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Gabriela. Le transfert technologique est plus important en fait que la technologie en elle-même, je dirais, à cette étape. Parce que si nous prenons l'exemple de l'énergie solaire, elle est déjà compétitive dans bon nombre de pays par rapport aux technologies qui sont en usage. Mais pourtant, il y a beaucoup de gens qui sont déçus de cette technologie, de cette énergie solaire, car l'utilisation de composants qui ne sont pas forcément bien conçus. Et après, il faut aussi penser à la question de l'entretien, de l'utilisation adéquate de ces infrastructures. Donc, c'est là que des problèmes peuvent se poser. Puis il y a aussi les connaissances, la fabrication de ces systèmes. C'est la raison pour laquelle
il y a des gens qui vont vous dire que, bon, bah, très bien, ces solutions solaires ne sont pas bien conçues. Et après, certains vont se plaindre, vont dire très bien, mais on se rend compte qu'elle n'est pas prête, mature cette technologie. Et on peut donner l'exemple de la République centrafricaine. Il y a 7 ou 8 ans, il y a un investissement que l'on avait dû aussi interrompre pour cette raison. Yael? Non, mais je pense qu'il a tout dit. Merci beaucoup. Dans ces cas-là, ça veut dire qu'on a un petit peu de temps donc, pour des questions. Donc la question que je vais adresser à Véronique, Bruno et Gabriela. Y a-t-il des acteurs spécifiques que vous pourriez identifier comme facilitateurs pour cet alignement au niveau de la coopération internationale pour le changement climatique et aussi de faire en sorte d'ajouter ces technologies à ce mix? Avez-vous des exemples précis, spécifiques donc de facilitateurs donc, pour cette question d'alignement au niveau international? Alors, pour ma part, je dirais que comme bon, je travaille à l'université et je pense que l'université peut jouer un rôle important. Et ce, à 2 volets. Donc, cela revient aussi à ce que nous avons dit précédemment. Bien sûr, on peut mettre en place de bons projets, développer de bonnes technologies appropriées. Toutefois, nous devons aussi enseigner à nos étudiants à ne pas seulement s'intéresser à de jolies solutions technologiques, mais penser au marché, aux consommateurs, à l'acceptation aussi de ces produits par les consommateurs. Donc vraiment, je pense qu'il faut changer dans la manière dont nous enseignons, en tout cas pour tout ce qui est de l'aspect technique, et il faut qu'ils aient aussi un aperçu de tout cela et de se dire, très bien, c'est pas forcément la solution technologique la plus belle qui va être adoptée, et aussi, ils doivent prendre en compte le contexte, les consommateurs, leurs besoins, et peut-être aussi faire en sorte que cette solution évolue pour qu'elle soit adaptée et acceptée par les consommateurs. Et c'est ce que nous essayons de faire dans le cadre de nombreux programmes. Alors bien sûr, il faut penser à la question de la collaboration entre les différentes institutions. Il y a un programme qui a été mis en place chez nous avec l'Afrique. Alors, l'idée, ce n'est pas forcément d'avoir des étudiants africains qui viennent ici. Alors, bien sûr, on pourrait le faire. Mais c'est avant tout pouvoir compter, je dirais, sur un peu leur présence, leur supervision. Et peut-être aussi pour donner davantage aussi de possibilités d'avoir accès à différents outils. Mais aussi pour créer, en fait, cet échange culturel, surtout dans la manière dont nous envisageons les sciences, et pour qu'ils puissent aussi élaborer leur propre méthode. Donc vous voyez, il y a beaucoup à faire, ça c'est une certitude. Et il y a aussi... Je pense qu'il faut vraiment s'intéresser à ce potentiel, miser sur ce potentiel qui est partout, et notamment faire confiance aux jeunes gens. Bruno, quel serait votre point de vue? Question délicate, il est vrai. J'aimerais aussi rappeler l'importance des organisations en tant que consommateurs et aussi leur manière donc leur processus d'achat. Alors on parle beaucoup de la fabrication pour de nombreuses raisons, parce qu'ils sont producteurs, mais il faut aussi penser à cette question de l'achat, de l'approvisionnement. Et les grandes organisations, je dirais qu'elles ont vraiment ce pouvoir d'approvisionnement, et elles pourraient aussi de cette manière orienter un changement dans la demande de certains produits à d'autres. Et je vais vous citer un exemple de la sécurité sociale donc, au Royaume-Uni, avec tout ce processus transformatif par lequel elle est en train de passer. Et elle dit par exemple aux prestataires qui dans quelques années pour satisfaire certaines des normes fixées donc sur les produits en termes de empreinte carbone, et s'ils n'adoptent pas par exemple des plans zéro émission carbone, alors ils ne seront tout simplement plus considérés comme prestataires. Et pourquoi donc cette question est si importante? Parce que si vous voulez, en matière de leadership, je pense que cela permet aussi de faire en sorte que nos plans soient pris en compte, soient obligatoires, je dirais, nos projets. Donc si les donateurs, les États, les organisateurs et les organisations sont vraiment alignés sur cette question, alors l'impact sera réel. Alors, je vais ajouter quelque chose si vous me permettez.
Je pense qu'il faut penser au rôle de ces acteurs et ce, à tous les niveaux. Donc, dans les banques de développement multilatéral, les ONG, les chercheurs qui vont faire leur travail au niveau local. Tout ceci ne doit pas être vu en fait comme un conflit entre l'atténuation de la pauvreté et l'atténuation du climat. Non, je pense qu'il y a là des occasions à saisir à tous les niveaux pour trouver des manières de développer des solutions qui vont permettre l'économique, la croissance économique, le développement économique, mais qui ne vont pas non plus avoir un impact sur l'environnement. C'est une question d'ailleurs qui a été abordée précédemment, comment agit la Banque mondiale et des banques de développement au niveau multilatéral, et notamment des pays qui vont dire qu'ils ne vont plus investir dans le gaz naturel, et donc parce qu'ils prennent conscience de leur dépendance. Et aussi, peut-être qu'il y aura aussi des pays en Afrique qui deviendront aussi des principaux utilisateurs, consommateurs des énergies fossiles. Mais si vous voulez, bon nombre de pays en Afrique ont déjà mis en place des plans pour développer les énergies renouvelables, de nouvelles technologies. Et le gaz joue toujours un rôle important dans le soutien, en fait, dans ces plans d'atténuation de changement sur le climat. Donc, si vous voulez, c'est là une manière de réfléchir à l'avenir. Et cela nous ramène aussi au point qui avait été évoqué précédemment. Lorsque l'on pense à la résilience climatique, les pays plus riches sont mieux placés pour répondre à tout type de catastrophes naturelles. Donc ils sont vraiment bien placés pour y répondre à ces catastrophes qu'aux pays plus pauvres. Donc je pense que s'agit-il de faire? De faire en sorte que les pays donc actuellement moins riches deviennent plus riches pour pouvoir être plus résilients et faire face à ces catastrophes. On peut penser notamment à la climatisation. Il y a là des acteurs engagés à tous les niveaux, et des consommateurs y compris. Et on sait que les climatisateurs ne sont pas utilisés dans les pays, notamment les plus riches. Donc, si vous voulez, c'est là vraiment une question importante. Donc, pour ce qui est de la question des innovations technologiques, pas seulement un transfert, mais des politiques qui permettraient aussi d'avoir des climatiseurs plus efficaces et qui nous permettraient aussi d'éviter certains des impacts les plus néfastes liés au changement climatique, et aussi pourraient, de manière, prévenir d'autres crises humanitaires. Et permettre aux gens tout simplement de rafraîchir leur logement sans pour autant porter préjudice à l'environnement. Si vous voulez, donc c'est là une question d'acteurs à différents niveaux. Nous avons là cette occasion de trouver des solutions plutôt qu'en fait de voir les choses comme un conflit, comme on le disait précédemment en fait. Oui, je vois bien. C'est une question vraiment d'attribuer, répartir différentes les responsabilités à tout niveau. Et qu'en pensez-vous, Gabriella, aussi, pour ces actions qui pourraient être mises en place? Moi, je vous dirais que beaucoup de choses ont été dites déjà, et c'est vrai que c'est une question de travail, donc je ne vais pas prendre plus de temps. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons nous intéresser aux questions posées par le public. Donc, Slido. Première question. Je vais poser la question et puis vous répondrez selon votre souhait. Est-ce que vous préférez investir dans les technologies, dans les politiques et les stratégies pour augmenter les capacités d'absorption environnementale, réduire la déforestation? Quelle serait votre approche? Shall I? Yeah, I think even though I'm from the practical side, I think policies. Alors que d'un point de vue pratique, si les technologies sont efficaces, si elles sont mises en place en fait. Très bien, bon, je crois que tout est dit. Oui, c'est vrai. Moi, je travaille dans le secteur de la technologie depuis de nombreuses années. Et lorsque nous commençons vraiment à mettre en place cette technologie et à développer les marchés, c'est là que nous nous rendons compte que nous avons besoin de politiques qui vont déterminer les règles et encourager aussi des solutions novatrices. Et par ailleurs, on a aussi besoin d'une feuille de route qui va vraiment aussi déterminer nos objectifs et où on souhaite être dans 10, 30 ans pour pouvoir mettre en place cette technologie et voir si elles sont adaptées donc à ces politiques, à ces feuilles de route. Question suivante. Y a-t-il un risque que les pays riches utilisent donc cette
coopération internationale pour les défis en fait, de leurs responsabilités par rapport aux actions climatiques. Oui, je pense que c'est un risque, c'est vrai. Nous voyons un nombre de pays qui ont des difficultés pour atteindre ces objectifs de changement climatique. Et c'est vrai que c'est un risque. C'est une situation un peu, en tout cas, d'un point de vue cynique, mais je pense que c'est vrai que c'est toujours plus facile de dire on ne va pas investir dans cette technologie dans certains pays, mais ils continuent à investir dans d'autres sources dans leur propre pays, par exemple. Donc, si vous voulez, c'est là un jeu un petit peu délicat. D'autres réactions? Alors, on va prendre une dernière question. Dans quelle mesure... Pardon. Allez-y, allez-y, nous vous écoutons. On parle de l'action climatique, mais je pense qu'il ne faut pas aussi penser à ces financements dans les grandes infrastructures dans l'hémisphère sud, vraiment pour faire en sorte que tous ces produits soient accessibles, vraiment pour l'accès au marché, l'accès aux énergies, et tout ceci va exiger vraiment des grands changements en termes d'infrastructures. Donc tout d'abord, les infrastructures, et elles doivent bien sûr être respectueuses de l'environnement. Merci beaucoup en tout cas pour vos interventions. C'est vrai que c'est un défi très complexe. Cela va bien au-delà de la question technologique. Et ce sont des choses déjà que nous pouvons mettre en œuvre déjà. Aussi, merci pour votre participation à cette session de travail. Autre opportunité pour vous de partager vos connaissances et voir quelle a été l'idée pour vous la plus puissante pour vous. Donc vous pouvez tout simplement venir sur notre plateforme et partager certaines de vos pensées, réflexions sur ce que devraient faire en fait les principales parties prenantes pour la suite à aborder pour l'avenir. Là, nous avez le QR sur l'écran. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site pour nous faire part de votre point de vue, voir aussi les ODD. Et pour toutes les personnes présentes, vous avez aussi la possibilité aussi donc de participer. Merci beaucoup à vous et bonne journée.